Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un recueil de nouvelles qui s'intitule Une rose pour Émilie de la collection Folio. Ce recueil a été écrit par William Faulkner et comporte 4 nouvelles. Une rose pour Émilie, La chevelure, Soleil couchant et Septembre ardent. À l'origine, ces 4 nouvelles étaient dans un recueil de 13 nouvelles qui s'intitule 13 histoires, publié en 1931. Miss Emily Grierson vient de mourir. Le narrateur nous livre son passé. Miss Emily est une vieille fille. Son amoureux l'a abandonnée et son père est mort quand elle a eu 30 ans. Tout ce qui lui reste est cette maison qu'elle a eue de son père. On ne sait pas grand-chose de ses revenus, mais ils n'ont pas l'air faramineux. La maison se délabre au cours du temps. À la mort de son père, Miss Emily dit qu'il n'est pas mort, mais au bout de quelques jours, elle laisse tout de même les gens emporter le corps. Chez Miss Emily, ça sent mauvais. Des voisins se plaignent, le conseil municipal envoie des hommes pour mettre de la chaux chez cette femme. Un jour, Miss Emily va chez le droguiste pour avoir de l'arsenic. Elle dit que c'est pour les rats. La population craint que ce soit pour se suicider. Elle semble avoir des affinités avec un homme qui s'appelle Homer Baron. Miss Emily commande des affaires pour Homme. Homer Baron s'en va de la ville quelques jours, puis il revient et va chez Miss Emily. On ne le revoit plus. Miss Emily reste la plupart du temps cloîtrée chez elle. Lors de la mort de Miss Emily, les gens sont pressés de voir l'intérieur de sa maison où personne, à part son domestique, ne sont entrés depuis longtemps. Après son enterrement, à l'étage, ils trouvent une porte de chambre bloquée et qui n'a pas été ouverte depuis 40 ans. En enfonçant la porte, ils se rendent compte qu'il y a un mort allongé sur le lit. Il n'est pas dit qui c'est, mais on se doute qu'il s'agit d'Homer Baron que l'on croyait parti ailleurs. Miss Emily aurait laissé le corps se décomposer sur le lit. Un cheveu gris est retrouvé sur le lit, cela signifie que Miss Emily devait lui rendre visite. Susan Reed est une orpheline. Quand elle a 5 ans, les Burchett, sa famille d'adoption, l'emmènent chez un coiffeur qui vient d'arriver et qui s'appelle Hawkshaw. La première fois, elle est effrayée, puis elle finit par y venir tous les jours. Hawkshaw lui donne plus de bonbons qu'aux autres enfants et lui offre aussi des cadeaux à Noël. Susan grandit et elle a très tôt un corps de femme. Elle se maquille. Hawkshaw a l'habitude de prendre ses congés au mois d'avril durant 15 jours. On ne sait pas où il va et pourquoi y faire. Susan quitte l'école et devient vendeuse. Le narrateur, qui est voyageur de commerce, arrive à Jefferson quelques jours après le départ de Hawkshaw au mois d'avril. Les gens du salon parlent de lui et de Susan. Le narrateur part ensuite dans une ville qui s'appelle Division. Il passe devant une maison qui a l'air inhabitée. Il demande des renseignements à un patron de magasin. La maison appartient à Starn. La fille de Starn s'est fiancée avec Hawkshaw qui là-bas se faisait appeler Stribling. Starn meurt, Hawkshaw revient à Division et compte se marier avec la jeune fille et s'installer avec elle. Hawkshaw paie l'enterrement de Starn. La jeune fille tombe malade et lui coupe les cheveux à cause de ses délires. La jeune fille finit par mourir. Avant de mourir, elle dit qu'elle veut que Hawkshaw règle l'hypothèque. Hawkshaw enterre la jeune fille encore une fois à ses frais.
Tous les ans, il revient dans cette maison pour en prendre soin et pour régler les intérêts de l'hypothèque. Il enterrera aussi Madame Starn. Hawkshaw arrive à Jefferson. Il se présente en tant que coiffeur et prend un poste dans le salon de Maxey et de Matt. La première fois qu'il prend ses congés, les gens pensent qu'ils ne le reverront plus, mais il revient tout de même après 15 jours de congé. C'est Hawkshaw qui paie la coupe de Suzanne, elle ne la paie pas elle-même. On raconte que Suzanne est enceinte, qu'elle a essayé de se faire avorter et qu'elle est maintenant malade. Une fois de retour, elle ne va plus sur le fauteuil de Hawkshaw, mais sur celui de Matt. Hawkshaw finit par verser le dernier acompte de l'hypothèque. Quand le narrateur est de retour à Jefferson à cause de son travail, il y a un autre coiffeur à la place de Hawkshaw. À Division, il apprend que Hawkshaw s'est marié avec Suzanne. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de blanchisserie. Les domestiques devaient aller elles-mêmes porter le linge sur leur tête pour aller le laver. Nancy fait partie de celle-là. Un jour, elle s'est arrêtée, elle a rencontré un homme qui devait la payer mais qui ne l'a pas fait. Cet homme la frappe. En prison, elle essaie de se suicider en se pendant avec sa robe. Le geôlier la dépend avant que ça ne soit trop tard. Pour la punir, il la bat. Nancy travaille chez les Compson. À la fin de son travail, elle n'ose pas rentrer chez elle car elle a peur de Jésus, son ancien mari. Le père décide de raccompagner Nancy malgré les réticences de la mère. Il est accompagné de Jason et de Caddy. Nancy continue à avoir peur. Il faut la raccompagner tous les soirs chez elle. La famille Compson finit par mettre un lit de camp dans la cuisine. Finalement, Nancy n'arrive pas à rester dans la cuisine et il monte le lit de Nancy dans la chambre des enfants. Au bout d'un moment, la mère ne veut plus que Nancy vienne dormir dans la chambre de la maison. Un soir, Nancy se fait raccompagner par les 3 enfants. Elle leur parle comme si le père était là. Elle a peur que Jésus se cache dans le fossé et vienne l'attaquer avec son rasoir. Une fois arrivés à la case, les enfants s'ennuient et veulent retourner chez eux. Pour les faire rester, elle décide de leur raconter une histoire. Les enfants veulent repartir. Pour les garder, elle décide de faire du pop-corn. La femme a peur d'être dans le noir, alors elle allume sa lampe de manière à ce que la flamme soit très haute. Le pop-corn est brûlé. Le père vient chercher ses enfants chez Nancy. Nancy veut soit garder les enfants avec elle ou alors dormir chez eux. Elle a peur que Jésus vienne la tuer chez elle ou ailleurs. Elle a peur de mourir une fois qu'ils seront sortis. Ils finissent par partir et par retourner chez eux, laissant Nancy seule. Dans un salon de coiffure, on parle de Miss Millie Cooper et de Will Mays. Certains pensent qu'il ne s'est rien passé, d'autres pensent que c'est la faute à Will Mays. Minnie est une femme d'une 40aine d'années qui n'est pas mariée. Elle a été autrefois belle, mais maintenant sa beauté a disparu et elle n'intéresse plus les hommes. Elle n'attire plus la jalousie des femmes. Elle essaie d'avoir une liaison avec le caissier de la banque, mais il part travailler dans une banque d'une autre ville. L'agression aurait été inventée par elle car elle ne supporte pas de vieillir et que le monde se désintéresse d'elle. Elle vit avec sa mère et sa tante qui n'ont pas l'air d'être en bonne santé. Dans le salon de coiffure, des hommes veulent chercher Will et faire justice eux-mêmes. Hawkshaw, le coiffeur d'une précédente histoire, essaie de les dissuader en leur disant que c'est peut-être Minnie qui a inventé cette histoire. Les hommes n'écoutent pas Hawkshaw et tiennent à effectuer leur vengeance. Un soldat, Hawkshaw et d'autres hommes vont chez Will Mays pour lui dire un mot comme ils le disent. Ils vont le chercher dans la maison, ils le menottent et l'obligent à aller dans la voiture, même si Will ne voit pas de quoi on l'accuse. Il se fait lyncher. Hawkshaw, ne pouvant plus rester dans la voiture où il arrivera on ne sait quoi, décide de sauter de la voiture en marche. Minnie va à une soirée. D'un côté, on a des gens qui la plaignent, de l'autre, il y a des gens qui se demandent si son agression s'est réellement passée. McLandon, qui fait partie du groupe de lynchage, rentre chez lui. On se rend compte que lui qui paraît être si épris de justice traite mal sa femme. Soleil couchant est publié en 1931. Cette histoire comporte les personnages que l'on retrouvera dans Le bruit et la fureur. On retrouve Quentin, qui est le plus âgé des 3 frères et sœurs. On retrouve Caddy et Jason, le plus petit frère. Il y a également le père et la mère. Nancy est là, ainsi que Dilsey.
On ne fait pas mention de Benji. On s'aperçoit très bien qu'ils ont déjà le caractère qu'ils auront adultes. Quentin, 9 ans, est quelqu'un de réfléchi, il pense beaucoup au passé. Sa sœur, 7 ans, par contre, est déjà une chipie. Jason, 5 ans, est quelqu'un de peureux, alors que dans Le bruit et la fureur, il s'agit plutôt de quelqu'un de colérique. C'est Quentin qui nous raconte l'histoire. On ne sait pas à quel âge il nous la raconte. En tout cas, il parle de ce qui s'est passé des années plus tôt quand il était enfant. Il ne doit pas y avoir une grande différence d'âge puisqu'il se suicide assez jeune dans Le bruit et la fureur. Nancy avait pour mari Jésus. On ne sait pas grand-chose sur lui. On sait juste que la famille ne lui permet pas de s'approcher de la maison et que les enfants n'ont pas le droit de s'en approcher. Il est parti, mais on ne sait pas où. On ne sait pas si c'est pour toujours et on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il s'est enfui car il était le proxénète de sa femme, c'est difficile à dire car ce n'est pas expliqué clairement dans le texte. On se rend bien compte que Nancy n'est pas bien traitée par les autres. Quand elle demande des sous à M. Stovall, on se doute bien qu'il lui doit vraiment quelque chose, qu'elle ne ment pas. Pour avoir demandé ce à quoi elle a le droit, elle se fait casser les dents. Les Blancs donnent des raisons farfelues aux agissements étranges de Nancy. Si elle ne se lève pas assez tôt le matin, c'est parce qu'elle boit. Si elle essaie de se pendre, c'est parce qu'elle prend de la cocaïne, alors que son principal problème est la peur. Personne ne semble concerné par la peur de Nancy, à part le père quand il va la raccompagner chez elle et Dilsey qui lui donne des conseils. Et surtout, cette nouvelle montre la division qu'il y avait entre les Noirs et les Blancs. Avec Faulkner, les Blancs sont riches, ils possèdent des maisons plutôt grandes, des terres. Les Noirs, eux, par contre, n'ont rien. Ils vivent dans des cases misérables dont ils ne sont sûrement pas propriétaires. Les Blancs ne travaillent pas, les Noirs, eux, s'occupent des Blancs. Ils doivent laver leur linge, faire la cuisine, etc. Les domestiques ne reçoivent pas les ordres de la part de la mère ou du père, mais des enfants qui se chargent de faire les transmissions. Ce que j'apprécie le plus dans cette histoire, c'est la description de la peur. Cette peur a différents effets. Nancy ne supporte pas d'être seule, elle ne supporte pas d'être dans l'obscurité, il faut toujours qu'elle allume le feu dans la cheminée et qu'il y ait une grande flamme dans sa lampe. Elle n'arrive pas à boire le café, elle tremble, elle s'arrange toujours pour être avec des personnes, ce sont souvent les enfants. Elle dort dans la chambre, elle les force à venir chez elle. Elle invente tout un tas de prétextes pour que les enfants ne partent pas de chez elle. Elle appelle un des enfants Monsieur Jason pour faire croire qu'elle est accompagnée d'un homme adulte. Elle pleure, elle voit des signes partout, ce serait Jésus qui serait revenu et qui les aurait posés là. Elle ne fait pas ce qu'elle est censée faire et ce que Dilsey lui conseille de faire, par exemple aller voir la police. Elle fait de drôles de bruits, elle chanterait peut-être le blues. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire est racontée par un enfant et que cet enfant est lui-même accompagné par d'autres enfants qui ne comprennent pas grand-chose à l'histoire. Les enfants ne comprennent pas tout ce qui se passe. Ils devinent les choses, ils entendent des phrases, et comme ils ne comprennent pas toujours très bien, ils posent des questions. Ces questions sont souvent embarrassantes ou bien elles n'ont pas de réponse. La grande question que l'on se pose est-ce que Nancy va réellement mourir cette nuit, tuée comme elle le dit par Jésus et son rasoir? Se fait-elle des idées ou bien est-ce vraiment la réalité? Nous regardâmes Nancy, ses épaules tremblaient toujours, mais elle ne faisait plus le bruit. Nous l'observions. Qu'est-ce que Jésus va te faire, dit Caddy, il est parti. Nancy nous regarda. On s'est bien amusé la nuit que j'ai passée dans votre chambre, pas vrai? Pas moi, dit Jason. Je me suis pas amusé. Tu dormais dans la chambre de maman, dit Caddy. Tu n'étais pas avec nous. Allons jusque chez moi, on s'amusera encore, dit Nancy. Maman voudra pas, dis-je, il est trop tard. Faut pas la déranger, dit Nancy. Nous lui dirons demain matin. Elle aura rien contre. Elle nous laissera pas y aller, dis-je. Faut pas lui demander maintenant, dit Nancy. Faut pas la déranger. Elle a pas dit qu'elle voulait pas, dit Caddy. Nous lui avons pas demandé, dis-je. Si vous y allez, je le dirai, dit Jason. On s'amusera bien, dit Nancy. Ils auront rien contre. Juste chez moi. Il y a longtemps que je travaille pour vous. Ils auront rien contre. Je n'ai pas peur d'y aller, dit Caddy. C'est Jason qui a peur. Il le dira. J'ai pas peur, dit Jason. Si, dit Caddy, tu le diras. Non, je le dirai pas, dit Jason. J'ai pas peur. Jason a pas peur de venir avec moi, dit Nancy. Pas vrai, Jason? Jason le dira, dit Caddy. Le sentier était plongé dans l'obscurité. Nous avons franchi la barrière du pré.
Je parie que si quelque chose surgissait derrière cette barrière, Jason se mettrait à hurler. C'est pas vrai, dit Jason. On a descendu le sentier. Nancy parlait très fort. Pourquoi que tu parles si fort, Nancy, dit Caddy. Qui? Moi, dit Nancy, voyez-vous ça, Quentin, Caddy et Jason qui disent que je parle fort. Tu parles comme si on était 5, dit Caddy. Tu parles comme si papa était ici. Moi je parle fort, Mr. Jason, dit Nancy. Nancy appelait Jason Mister, dit Caddy. Écoutez-les parler, ces enfants, Caddy, Quentin et Jason, dit Nancy. Nous ne parlons pas fort, dit Caddy. C'est toi qui parles comme si papa. Chut, dit Nancy, chut, Mr. Jason. Nancy a encore appelé Jason Mister. Chut, dit Nancy. Elle parlait très fort quand nous avons franchi le fossé et que nous sommes courbés pour passer la clôture, là où elle avait coutume de se baisser avec le linge sur la tête. Puis nous sommes arrivés à sa case. Nous marchions très vite. Elle ouvrit la porte. L'odeur de la maison était comme la lampe et l'odeur de Nancy était comme la mèche, comme si les deux odeurs s'attendaient pour commencer à sentir. Elle alluma la lampe et ferma la porte, puis elle mit la barre. Alors elle cessa de parler fort et elle nous regarda. « Qu'est-ce qu'on va faire » dit Caddy. « Qu'est-ce que vous voulez faire » dit Nancy. « T'as dit qu'on s'amuserait » dit Caddy. Il y avait quelque chose dans la maison de Nancy, quelque chose qu'on pouvait sentir indépendamment de Nancy et de la maison. Jason lui-même le sentait. « Je veux pas rester ici, dit-il, je veux retourner à la maison. »« Eh bien, retourne, dit Caddy. »« Je veux pas y aller tout seul, dit Jason. »« On va s'amuser, dit Nancy. »« À quoi, dit Caddy. » Nancy était près de la porte. Elle nous regardait, mais on aurait dit qu'elle s'était vidé les yeux, qu'elle ne s'en servait plus. « Qu'est-ce que vous voulez faire » dit-elle. « Raconte-nous une histoire, dit Caddy. Tu sais raconter des histoires ?»« Oui, dit Nancy. »« Raconte, dit Caddy. Nous regardions Nancy. »« Tu ne sais pas d'histoire ?»« Si, dit Nancy, j'en sais. » Elle s'assit sur une chaise près de l'âtre. Il y avait un peu de feu. Nancy le ranima, bien qu'il fît déjà chaud dans la case. Elle fit une belle flambée. Elle raconta une histoire. Elle parlait comme ses yeux regardaient, comme si ses yeux qui nous observaient et sa voix qui nous parlait ne lui appartenaient pas. Comme si elle était ailleurs, comme si elle attendait ailleurs. Elle était dehors, elle n'était pas dans la case. Sa voix y était et sa forme. Celle qui était là, c'était Nancy qui pouvait se courber sous les fils de fer de barbelé d'une clôture avec un ballot de linge en équilibre sur la tête, impondérable comme un ballon. Mais c'était tout. Et alors, la reine est arrivée au fossé où le méchant homme était caché. Elle a marché jusqu'au fossé et elle a dit « Si seulement j'arrive à franchir le fossé. » C'est ça qu'elle a dit. « Quel fossé » dit Caddy. « Un fossé comme celui-là dehors ?» Pourquoi c'est-il que la reine voulait traverser le fossé ? Pour rentrer chez elle, dit Nancy en nous regardant. Il lui a fallu traverser le fossé pour rentrer chez elle et barrer la porte. Pourquoi qu'elle voulait rentrer chez elle et barrer la porte, dit Caddy.